Ok. Hop, je vais me mettre sur le poids. Oui. Ok. Donc aujourd'hui, on va parler des hélices et de tout ce qui est moteur. Donc, on va commencer par l'hélice toute seule, avec son principe et tout ça. Donc tout à l'heure, je vous ai fait passer, alors pour ceux qui sont en ligne, j'ai fait passer ici un modèle imprimé de l'hélice. Ok. Donc le principe de l'hélice, c'est quoi? Donc sur l'hélice, il va y avoir plusieurs angles qui vont être à connaître. Ok. Le premier angle, donc ici vous avez l'axe de l'avion, d'accord? Donc en fait on va vers là-haut, hein, d'accord? C'est l'axe de l'hélice. Et ici mon hélice, vous voyez bien que la pale, hop, on va se le mettre comme ça, la pale elle va être penchée par rapport à cet axe-là, ok? Mais elle va être penchée selon plusieurs trucs. Premier truc, ma pale ici, je peux choisir à quel point. Ah oui, mais si je le fais ici, je le montre pas en ligne en même temps. Alors, attends, faut que je mette le pointeur laser, sinon ils y voient pas. Ça, c'est le problème. Donc ici, l'angle, le premier, c'est celui-là, là, celui qui est en vert. C'est ce qu'on appelle l'angle de calage. C'est à quel point, par rapport à mon axe de mon hélice, à quel point je vais pencher ici d'avant en arrière. Ok. Deuxième axe qui va être important, c'est par rapport au bleu, ici. Le bleu, c'est quoi? Alors, on va d'abord prendre le noir, pardon. Le noir, c'est quoi? En fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que mon avion, il fait quoi? Maquette de qualité. Hein, mon avion, il fait quoi en même temps qu'il vole? Enfin, il avance. Donc le vent, principalement, si on regarde, principalement, le vent, il est comme ça, de face. Alors, c'est principalement parce qu'en vrai, il peut être un peu de biais. Mais on va imaginer... Alors, si le vent est de biais, devant la caméra. si le vent est de biais, l'avion va se mettre face au vent. C'est comme une girouette. Vous voyez le principe d'une girouette. Donc si vous avez du vent qui vient de côté, en fonction de la vitesse, il va prendre plus ou moins d'inclinaison vers le vent. Donc il y a une petite partie il ne sera pas face au vent à 100%. Ça va dépendre de sa vitesse et de la vitesse du vent. Mais il va prendre un angle légèrement dans le vent. Donc le vent relatif est en général confondu avec vent de face, le vent de face, oui, c'est okay. ça. En général, bon, tu vois, ça je ne savais pas. Merci. Donc, il y a le vent. Principalement, premier élément, il y a le vent. Mais mon hélice, en même temps que mon avion avance, mon hélice, elle tourne. Donc en fait, mon hélice, elle a une vitesse sur le côté. Donc si on regarde, si je m'assois sur l'hélice, j'ai le vent qui arrive là, mais comme je suis en train de tourner comme ça, en fait, il y a les deux qui font qu'il y a j'ai l'impression que le vent, il vient pas de tout droit. Vous voyez un peu l'idée? Ça va, Rémi? À peu près ou pas trop? En gros, imagine, tu es dans un train. Si tu marches dans le même sens que le train, tu as l'impression d'aller plus vite par rapport au paysage que le train. Ben là, c'est un peu la même idée, c'est que tu as le vent qui est comme ça, mais en même temps, ta pale, elle est en train de tourner. Donc, comme la pale est en train de tourner, la somme des deux, ça fait un truc qui est un peu en biais. C'est ce qu'on appelle le vent relatif, ici. D'accord? Donc, par rapport à mon truc qui est là, en fait, il y a un décalage entre les deux. Et ici, si on regardait ce schéma-là, si je vous donnais que ce schéma-là, qu'est-ce que vous auriez l'impression? L'impression de voir une aile d'avion. Et l'aile d'avion, quand il y a du vent qui arrive là, qu'est-ce qui se passe? Il y a de la portance. Ben là, c'est la même idée, c'est que l'hélice, elle va avoir tendance à tracter. Ça, c'est le premier effet. Ok. Deuxième effet, comme elle tourne, elle force sur le vent, elle va avoir tendance aussi à essayer de ralentir le moteur. Ça va l'idée à peu près? Donc ici, il y a ces trois angles à connaître. Donc, le plus important, c'est l'angle de calage. Alors ça, on va voir au début, sur les avions que vous avez vus à l'aérodrome, c'est un angle qui est fixé. C'est-à-dire que mon hélice, elle est fixée, elle est fixée. Il existe d'autres types d'hélices, on va le voir juste après, où on va pouvoir changer cet angle-là. Deuxième angle, l'angle d'incidence, c'est par rapport au vent, est-ce que ma pale, elle est en gros au-dessus ou en dessous par rapport au vent apparent? Tu te souviens, j'ai dit que l'hélice, elle tourne. Oui. Donc le vent, il vient de face, mais comme elle est en train de tourner en même temps, elle, par rapport au vent qui est en train de faire comme ça, elle est en train de se barrer en même temps. Oui. Donc elle a l'impression que le vent, il vient pas de là, mais il vient de là. Oui. Ben regarde, le vent, on n'a pas l'impression qu'il vient de là, on a l'impression qu'il vient de là. Parce que la pale, elle est en train de tourner. Ici, ma pale qui est là, elle est en train de tourner. Donc comme elle est en train de tourner, elle n'a pas l'impression que ça vient de là, elle se rapproche de certains trucs, donc elle a l'impression que le vent il vient de là. Et comme elle a l'impression que le vent il vient de là, ben, pour
la partie de la pale, c'est que ça se comporte un peu comme une aile. On va avoir ici une sorte de portance. La portance, ça va être comment? La portance, ça va être selon à peu près là, ici, là. Du coup, ça se fait sur tout la forme. Alors par contre, oui, ça se fait sur, si j'ai plusieurs pales sur mon avion, bien sûr, bah, ça va se faire sur toutes les pales. Et en plus, ça va se répartir tout le long de la pale. Ok? Donc il va y avoir des forces ici, des forces ici, des forces ici, des forces ici. Ok? Ça va à peu près? Je sais qu'il n'est pas évident ce truc, mais vas-y. Alors, je vais juste rajouter un... Donc on voit sur la pale de l'hélice qu'elle est légèrement vrillée. Ouais. Alors, Ça y est, après, si tu veux. ça y est après? Oui. Ah oui, d'accord, on passe sur... Vas-y. Alors, juste, c'était pour finir sur ça. Du coup, ma force, si elle est ici, d'accord? Donc, ok, ma pale ici, elle essaye de tourner. Si la force, elle va vers en haut à gauche, ça a tendance à tirer vers l'avant, mais ça a aussi tendance à retenir la pale vers l'arrière, cette force. Ok? C'est ce que je vous disais, il y a les deux éléments qui se font. C'est ce qu'on va voir dans le schéma juste après. Ma pale, ici, si je regarde la portance, alors la force aérodynamique liée au fait qu'il y ait du vent, ici, il y a une partie qui tire vers l'avant et une partie qui retient l'hélice. En gros, c'est comme quand j'essaye de pousser une armoire. En fait, moi, je suis en train de la pousser, mais l'armoire, elle est aussi en train de me pousser dans l'autre sens. Ben là, c'est pareil. La pale, elle essaye de pousser l'air, mais l'air pousse la pale. Ça va à peu près, l'idée? Ça, c'est problématique parce qu'en fait, en général, ils n'ont pas vu les vecteurs, ils n'ont pas vu les forces, ils n'ont pas vu les principes de Newton. Non, mais le cours, en lisant hier, normalement, les gens de 3e devraient savoir le... Je sais. Mais c'est pas cohérent. Mais quand tu fais les questions, c'est pas Ouais. possible. Et quand tu lis le programme officiel, c'est pas possible non plus. Ok. Donc, ici, ce qui est important, c'est qu'il va y avoir une partie qui va avoir tendance à tirer l'avion vers l'avant et une partie qui va avoir tendance à ralentir le moteur. Alors, à ralentir parce que le moteur, il essaye de continuer à tourner. Ok? Ça va jusque-là? Ouais. Du coup, il le tire pas tout droit, il le tire un peu en biais, du coup. Alors non, parce qu'en fait, la force, quand j'ai mon hélice qui est là, c'est une force qui vient. Alors, j'ai mon axe là, d'accord? La première, elle me tire vers l'avant, ici, mais la deuxième, elle me tient vers là, sur le côté. Elle tire pas tout l'avion, elle tire que la pale, donc elle l'empêche de tourner. Ok? Vous avez vu au niveau de l'aérodynamique sur un avion, la portance et la traînée? Oui. Vous l'avez? Oui. C'est le même principe que la portance et la traînée sur un avion. C'est-à-dire que la portance, elle va vers le haut et la traînée vers l'arrière. Là, vous avez exactement la même chose, c'est-à-dire que ça crée une portance, alors qu'on n'appelle pas portance sur une hélice, on appelle la La traction. force de traction, parce que ça tire l'avant. Ça tire l'avion, ou alors ça le propulse. Il y a aussi d'autres hélices, on verra plus tard. Et vous avez une traînée qui se crée, donc une force on va dire de frottement Ouais. qui a tendance à freiner l'hélice. D'accord. C'est le même. Une hélice, c'est le même principe qu'un avion en fait, sauf que ça sert à faire avancer l'avion, mais c'est le même. Vous allez avoir le même style aérodynamique, c'est-à-dire bombé à l'avant et plus fin à l'arrière. D'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez senti sur la partie que j'ai imprimée en 3D, on le sent un petit peu. Le bord avant est un petit peu plus large que le bord arrière. C'est léger. Ouais, Mais ça se bon, sent ça un se sent un petit peu. Alors, ici, on va parler du pas de l'hélice. C'est quoi le pas de l'hélice? Alors, une hélice, on va directement mettre le schéma, c'est plus simple. Le pas, c'est que mon hélice, quand elle fait un tour, d'accord, normalement, ça fait avancer d'une certaine distance. C'est ce qu'on appelle le pas d'une hélice. Vous l'avez sûrement vu déjà dans des vis. Quand vous prenez une vis, quand je fais un tour d'une vis, il y a certaines vis qui vont descendre beaucoup, et d'autres où on voit bien que les filetages, là, ils sont très proches, et ils sont pas très penchés. Quand les filetages, ils sont très proches et pas très penchés, ma vis, elle avance pas vite. On dit qu'elle a un tout petit pas. Je peux faire un dessin si c'est pas clair. Attention, dessin de qualité. De deux vis. Première vis qui a un grand pas, ici. Quand je vais faire un tour, ça va avoir bougé de tout ça. Deuxième vis qui a un tout petit pas. Alors, je vais essayer de faire à peu près la même chose, mais... Hop. C'est pas très clair, hein, mon dessin. Hop. Ici, quand je vais avoir fait un tour, je vais pas avoir bougé de beaucoup. Ma vis, il va falloir que je tourne vachement le tournevis pour que ça force. Alors, il y a des avantages et des inconvénients sur les deux. Sur les avions, c'est pareil. Certains vont avoir un pas fort et d'autres un pas faible, et ça va avoir des avantages et des inconvénients. Ouais. Et du coup, les pales des hélicoptères, c'est pas vraiment comme les pales des avions? Alors c'est le même principe, sauf que les pales servent
à la fois la portance de l'avion et à faire la portance de l'hélicoptère et à faire avancer l'hélicoptère. Donc ils ont le double système, c'est-à-dire de l'hélice et des ailes d'un avion. Du coup, peuvent tourner les pales aussi. Ouais. Pardon? Oui, ils peuvent tourner. Les pales sont en fait, elles tournent sur un axe Attends, mets-toi là, vertical. sinon il te voit pas haut. Ici. Ils tournent sur un axe vertical et ensuite ça va faire comme un pas variable, ce qu'on verra plus tard, c'est qu'elles vont tourner pour pouvoir procurer plus ou moins de portance et plus ou moins de vitesse pour avancer. Donc là, ça tourne comme ça, mais effectivement, quand tu vas vouloir avancer ou tourner, tu peux la retourner comme ça, là, sur elle-même. Ok. C'est ce qu'on On va le voir juste après pour les avions aussi. Dans les avions, c'est ce qu'on appelle pas variable. C'est ce que j'avais prévu de faire ici qui marche pas. D'accord. Bon, le pas, ce qui est important, c'est de comprendre que c'est en gros, quand elle a fait un tour, c'est de combien ça avance. Le pas théorique. D'accord? Ça, on s'en fout. Voilà. En vrai, quand on va prendre une vraie hélice et qu'on regarde son pas dans l'air, on peut le voir, hein, s'il y a un peu de fumée, un peu de brouillard, un peu de truc, on peut arriver à le voir. En fait, on se rend compte que par rapport au pas théorique, c'est légèrement plus court, parce qu'en fait, il y a un léger glissement de l'air. Voilà. C'est juste pour que vous l'ayez entendu, parce qu'en vrai, ça... Voilà. Maintenant, ce qui se passe, quand je prends une hélice, là, tu veux l'expliquer, le coup du vrillage? Quand vous êtes sur un manège, on va prendre l'exemple plus simple. Quand vous êtes sur un manège, on va prendre un manège qui tourne, hein, comme ça. Quand je prends un manège qui tourne, si je me mets au centre, j'ai beaucoup moins le mal de mer que si je me mets tout au bout. Pourquoi? Ouais, quand Parce que si on est au centre, pardon. si on est au centre, on fera moins de distance, on parcourra moins de distance qu'au... Exactement. Si je prends par exemple, j'ai fait un quart de tour. Si j'étais ici, mon quart de tour, c'est que cette distance-là. Par contre, si j'étais ici, mon quart de tour, c'était toute cette distance-là. Ok? En ligne, vous y voyez? Est-ce que tu peux appuyer sur le bouton sinon, s'il te plaît? Hop, et on le rééteindra après, je fais... Ok. Donc, ici, la différence, elle est non négligeable. Mais sur l'hélice, imaginez, là, hop, je fais ma pale. C'est la même chose. J'ai le vent qui arrive comme ça, mais cette partie d'hélice, quand elle a tourné un petit peu, et cette partie-là, elle a tourné beaucoup. Quand j'ai ma pale qui tourne, comme ça. Ça va l'idée ou pas? Quentin, je te vois... Oui, ça va. Ok. Du coup, ce qui se passe, c'est que, vous vous souvenez, tout à l'heure, on avait dessiné, quand je le regarde de face de nouveau, hop, je vais regarder de face, quand je regarde ma pale, là, mon vent qui est censé arriver de là, elle s'est déplacée entre-temps. Ouais. Oui. Donc, imaginons, je la fais devant moi, comme ça. Ici. Ça va pas être très beau, mon dessin. Je sais pas comment faire. Non, j'ai pas un dessin mieux après. Non, j'ai pas un dessin mieux après. Bon, ce qui est important, c'est que si je vrille pas la pale, le bout qui est ici, il n'a pas la même vitesse apparente du vent. Il y en a un où le vent, il va quasiment tout droit, parce que la pale, elle tourne pas beaucoup. À l'endroit où ça tourne pas, ma pale, elle voit le vent de face. Par contre, ici, comme elle tourne beaucoup, elle a l'impression que le vent, il vient de perpète là-bas, vu qu'elle est en train de tourner en même temps que le vent arrive. Donc du coup, si je vrille pas ma pale, je vais avoir des forces qui sont beaucoup plus grandes ici que ici. Et pour limiter ça, on est obligé de vriller la pale, comme ça. Ça, vous l'avez vu un peu. En ligne, je ne sais pas si vous le voyez ou pas. Hop. La pale, elle est vrillée. Ça se voit pas trop mal, normalement, sur le modèle 3D. Hop. Ok. Si vous la voulez la revoir, je vous la refais passer. On doit avoir une force égale sur la longueur de la pale, sinon ça pose des problèmes. Avec le même principe que ça, c'est-à-dire qu'en bout de pale, on est limité par la vitesse de rotation. Si la pale ne peut pas aller à plus de la vitesse du son, sinon on ne tracte plus. Il se passe un phénomène qui ne tracte plus, donc du coup la pale est limitée en diamètre pour éviter de passer le mur du son en bout de pale. Parce que comme Stéphane l'a expliqué, ici vous avez une certaine vitesse et là elle est doublée voire triplée et si vous passez le mur du son à ce niveau-là, ça crée des problèmes au niveau de la traction. Donc en plus de limiter la longueur de pale, donc on la vrille pour avoir, comme il disait, la même traction sur la longueur de pale. D'ailleurs, si vous regardez sur les éoliennes, je ne sais pas si vous avez déjà vu, mais sur les éoliennes, c'est exactement pareil. Les pales, elles sont vrillées. Pour la même raison, c'est que comme le bout de la pale va beaucoup plus vite que le milieu,
il faut la vriller pour que les deux ils aient l'impression d'avoir le même vent apparent. Il y en a un qui a un vent, il le voit d'arriver ici, et l'autre le voit arriver de tout, complètement à gauche. Donc pour que les deux ils aient l'impression d'avoir la même chose et que les forces se tirent dans le même sens, si ça ne tirait pas dans le même sens, ce qui se passerait, ce serait ça. Sur ma pale, si je la dessine à plat, hein, avec ici le centre de rotation, ben, j'aurai ici des petites forces, et là j'aurai des très grosses forces. Qu'est-ce qui se passe sur la pale si ici j'ai des grosses forces et là des petites forces? On se casse. Ben ouais, je vais la soumettre ici à des efforts, ça va la déformer, et donc du coup, ben, elle risque de se péter. Ok? Donc l'idéal, c'est qu'on va vriller ici, hop, si je le fais un peu moche, hein, on va vriller pour que la force qui est ici soit la même que la force qui est ici, en gros. Et en faisant ça, et ben, du coup, mon aile, ma pale, elle sera soumise à des efforts à peu près équilibrés partout. Voilà en gros l'idée. Ça va? C'est un peu plus clair? Voilà, face à des dessins d'une qualité non négligeable comme d'habitude. Allez, on met des petits exemples. Hop, on va éteindre ça. Ah oui, je passe mon temps à faire des allers-retours. Hein. Donc ici, on a des hélices qui sont en bois. Voilà. Bon, maintenant plus trop, mais à l'époque, ça se faisait quand même pas mal. Ensuite, là, on avait une hélice à 6 pales, d'accord? Et là, c'est de la fibre de carbone. Ça va l'idée? Bon, ça, c'était les hélices classiques. Maintenant, il existe des hélices à pas variable. Vous savez, on a dit qu'il y a un angle de calage, tout ça. Eh bien, l'hélice de pas variable, pareil, on vous donne leur rendement. Le rendement, c'est fait pour toutes les hélices et même pour les moteurs. Il y a un rendement sur les moteurs. Voilà, le rendement de n'importe quoi, c'est toujours la même chose. C'est la puissance utile sur la puissance absorbée. Si je prends le rendement d'une ampoule, je calcule la puissance utile lumineuse divisée par la puissance absorbée, la puissance électrique. Si je prends le rendement d'un moteur, je calcule la puissance utile, c'est-à-dire la puissance mécanique, et la puissance absorbée d'un moteur. Alors suivant si c'est un moteur électrique ou un moteur thermique, hein, je prends le calcul de ce que ça me donne 1 litre d'essence, ok, en termes de puissance, d'énergie normalement. J'aime pas trop cette définition. Non, la puissance absorbée, c'est... Ouais. Enfin, c'est... Oui, mais bon, voilà. Donc, l'hélice à pas variable, c'est quoi? Mais c'est pareil, tu vois, il n'y a aucune... Alors, en fait, le principe d'une hélice, donc, c'est de faire avancer l'avion. Le problème, c'est plus... Ce qui rentre en ligne de compte, c'est la vitesse à laquelle le vent va arriver sur cette hélice. Plus le vent va arriver vite, moins, pour le même calage, moins on aura de traction. D'accord? Ça va jusque-là? Alors, le problème d'un avion, c'est qu'il a pas de vitesse au décollage, et il en a beaucoup en croisière. Donc, il faut, avec une hélice à calage fixe, il faut arriver à trouver un compromis entre le moment où on a besoin de beaucoup de traction au décollage et le moment où on a beaucoup de vitesse en croisière. Donc on a des problèmes. Ça, c'est la solution la plus, je dirais, la plus économique, qui coûte le moins cher, puisque on monte une hélice et on n'a pas tout un système derrière qui va faire vriller l'hélice. Donc vous allez retrouver ça sur les avions du club, par exemple. C'est rien, c'est pour renforcer le focus, désolé. Sur les avions du club, vous allez avoir ce genre d'hélice parce que c'est moins coûteux, on va dire, à l'entretien, à l'achat, etc. Ensuite, on va passer sur des hélices à pas variable. Donc les hélices à pas variable, au cours du vol, vous allez pouvoir changer le calage. C'est-à-dire il va y avoir un mécanisme, généralement hydraulique, qui va pouvoir faire tourner cette hélice pour retrouver un rendement plus favorable pendant les différentes phases du vol. C'est-à-dire au décollage, on va avoir un calage qui va être important pour vous donner beaucoup de traction, pour pouvoir décoller dans une distance minimum, pour lui donner le plus de vitesse possible sur une distance minimum. Et quand on va arriver avec une grande vitesse en croisière, on va réduire ce calage pour lui donner plus de traction en fonction de la vitesse du vent. Donc je vais illustrer avec mon super avion de qualité. Au début, on va être comme ça. Donc je ne sais pas s'il voit en ligne. Au début, je vais être comme ça. C'est-à-dire que mon hélice, elle est quasiment, alors pas à la perpendiculaire, mais pas loin. Ok ? Et après, ce que je vais faire, je vais venir l'orienter comme ça. Ok ? Donc elle aura, ici, elle sera un peu plus dans le vent, en gros. Ça va l'idée ? Donc l'angle de calage, c'est que je vais venir tourner cette pale en fonction de ce que j'ai besoin. C'est bon, l'idée? Ok. Là, c'est pas facile à voir parce que comme elle est vrillée, en plus qu'on l'oriente, on y voit moins bien qu'avec un bout de carton au final. Je referai une maquette.
Il n'y a rien de plus sur les... Ah non, les diapos encore, tous les diagrammes que tu as vus, c'est moi qui les ai rajoutés Ah hier. ouais, c'est pour ça que je... Ouais, j'ai fait une version 2. Ah oui, pour ceux qui sont en ligne, vous verrez sur le drive, il y a 2 versions. Prenez la V2, c'est celle où j'ai rajouté des schémas. Sinon, c'était que du texte. Et c'est compliqué à comprendre. Ok, donc ce qu'il faut comprendre, c'est que le pas variable, on va orienter la pale en fonction de ce qu'on veut. Au démarrage, on va pas très vite, donc on veut de la patate et on n'a pas besoin d'aller très vite. Et quand on est en vol, on a moins besoin de forcer pour aller en avant, vu que l'avion il vole déjà, on est déjà à la vitesse de croisière et tout ça. Donc on va venir l'orienter comme ça pour réduire certains efforts. Ça va l'idée? Voilà. Donc là, hop, c'est ce qu'il y a. Mais tu vois, le truc, il rentre dans les trucs techniques par moment, c'est pour ça que celui-là... Alors, c'est quoi la différence entre une hélice tractive ou propulsive, à votre avis? Tractif, c'est à l'avant et propulsive, c'est à l'arrière. Voilà, c'est comme une voiture. Hein. Si c'est à traction, c'est que c'est à l'avant, donc ça tire. Si c'est à propulsion, c'est que c'est à l'arrière, donc ça pousse. Ok? C'est juste, je prends mon hélice, je la mets de l'autre côté, et voilà quoi. Ok. Bon, il n'y a pas grand-chose de plus à dire. Si ce n'est que... ah oui. Tractive et propulsive au fur, on vient de le dire. Et l'inversion, on va en parler juste après. Ah oui, c'est pareil, les différents régimes, moi je me les suis fait, mais je sais pas s'ils doivent les savoir. Hein. Voilà. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'hélice à pas variable, suivant comment je l'oriente, vous êtes d'accord qu'il y a des moments, si je la tourne trop, imaginons, mon hélice elle est comme ça par rapport au vent. Donc là, elle va tirer vers là, d'accord? Mais si je commence à la tourner comme ça, qu'est-ce qui va se passer? L'avion va ralentir. Eh bien, voilà, exactement. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une traction, je risque de ralentir. Ok? Donc, il va y avoir pour l'hélice, suivant comment on la tourne et suivant comment est le vent et suivant à quelle vitesse on est, etc., différents régimes possibles. Il y a le fonctionnement normal. Fonctionnement normal, l'hélice nous tire en avant. La traction. Ok? Deuxième fonctionnement, en transparence, c'est que la vitesse apparente par rapport à l'axe, c'est quasiment nul. C'est-à-dire que l'angle d'incidence vaut 0. Il y a des schémas après, hein. Vous inquiétez pas. L'angle d'incidence vaut 0, ça veut dire qu'en gros, il va y avoir quasiment aucune traction. Donc en transparence, mon hélice elle tourne, mais elle ne sert plus à tirer vraiment. Elle combat juste toutes les forces de frottement. C'est tout. Voilà. À quoi ça sert? Ça sert, le transparence, ça sert quand on est en vol et qu'on veut s'entraîner à faire des pannes moteur sans éteindre le moteur. On se met en transparence et comme ça, ben, en fait, c'est comme si on n'avait plus de moteur vu qu'il ne tire plus vers l'avant. Ben voilà. Ça va à peu près? De toute façon, ça, pas variable, je suis même pas sûr. J'ai vu quelques questions, mais bon. Fonctionnement en frein. Qu'est-ce qui se passe? Si je vais trop vite par rapport à la vitesse de rotation de mon hélice, si mon hélice ne tourne plus assez vite par rapport au vent, qu'est-ce qui va se passer? Ben, elle va avoir tendance plus à freiner qu'à accélérer. Donc elle va pas m'aider, au contraire. Elle va être en frein. Ouais. En gros, ce qu'il faut que vous connaissiez, c'est en gros les fonds grands. Du coup, si on avance vite et qu'on inverse. Alors là, on va plus freiner. Alors là, enfin, les systèmes marchent aussi pour du calage fixe. C'est pas que pour du pas variable. C'est-à-dire que suivant les différentes phases de vol, vous allez utiliser votre hélice en frein, en transparence ou en normal. Il y a d'autres. on va avoir le moulinet et le drapeau. Oui, alors le drapeau, non, c'est Non. impossible. Oui, c'est impossible. Moulinet. Ouais, c'est ça, c'est quand ton moteur est éteint, ça Voilà. peut t'arriver. Ouais. Alors le moulinet, c'est quoi? C'est qu'en gros, L'hélice tourne avec le vent. voilà. En Il y a gros, bien ça sert sûr, plus de moteur, ça sert de, je sais pas quoi. Le moteur est coupé, par exemple, vous avez l'avion a une panne, donc le moteur est coupé. Avec la force du vent, sur les pales, ça va faire tourner l'hélice. Mais il y aura plus de... c'est du moulinet et du frein à la fois. C'est-à-dire que le moteur ne produit plus d'énergie. Donc c'est le vent, avec la force du vent qui va faire tourner l'hélice. Donc ça crée ils disent moulinet, mais ça crée aussi un certain frein dedans. Vu que j'ai plus de moteur, de toute façon, ça règle un peu la question. Et le dernier, l'inversion de poussée. Alors là, c'est vraiment ce que tu proposais tout à l'heure. C'est vraiment si je me mets alors c'est que avec des antennes, des hélices à pas variable. Si je mets un calage vraiment très négatif. Ouais. Alors là, ça va chercher encore plus loin. C'est que l'inversion de poussée, on ne fait pas de l'inversion de poussée sur des moteurs à piston. Donc on va chercher sur du
du turbopropulseur qu'on n'a pas encore vu. Ouais. On verra. Turbopropulseur, c'est, on va le voir plus tard, c'est comme du jet, comme du turboréacteur, ce qu'on a sur les avions de ligne. Le turbopropulseur, c'est la même fonction sauf qu'il y a une hélice. Voilà. Et l'hélice, quand on dit inversion de poussée, c'est ce qu'on entend les reverse. Après l'atterrissage, on enclenche les reverse pour freiner sur la plus courte distance. Mais on ne fait pas ça sur des moteurs à piston, ça n'existe pas. Voilà. Mais bon, c'est pas précisé. Ouais, je le découvre en même temps. Bon, ce qui est important, dernier truc qui peut exister, alors là c'est vraiment sur ceux qui sont un peu variables, c'est le fonctionnement en drapeau. Mais bougez pas, avec les images on y voit mieux. Alors vite fait, hein. On voit vite fait mieux. Ouais, ils sont pas très grandes les images. Bon, en fonctionnement propulseur, c'est le classique. Fonctionnement propulseur, je vais ouais, avec le pointeur. Ouais. Ok. Fonctionnement propulseur, je vais avoir donc mon vent relatif qui est ici. Donc j'ai bien un angle d'incidence qui est positif. Donc en fait, ça tire vers l'avant mon avion. Le mode propulseur, c'est normal, c'est le normal quoi. Mode, on va prendre directement les intéressants. Ici, le mode frein. Alors ici, vous y voyez pas très bien, mais mon vent relatif est au-dessus de mon angle de ma pale. Donc qu'est-ce qui se passe? On a un truc qui vient, au contraire, ralentir l'avion. Et donc si vous regardez, sur le schéma-là, on ne le voit pas bien, mais la force, elle sera vers le bas. Il y a une force de frein, d'accord, qui ralentit l'avion. Ensuite, bon, le moulinet, on s'en fout un peu. Non, tu veux le... Non, le moulinet, frein, bon, ça... Ouais. Bon, moulinet et frein, pour vous, c'est pareil. Et le drapeau, le seul truc qu'il faut retenir, c'est que le drapeau, vous voyez que la pale, elle est mise directement dans le vent. Ok. En fait, à quoi va servir l'hélice en drapeau? C'est au moment d'une panne moteur, quand on a une hélice à pas variable, on va essayer de chercher le moins de traînée possible. Un avion, quand il avance, il fait de la traînée. Vous avez vu la portance, traînée. Donc n'importe quel profil dans l'air fait de la traînée. Une hélice fait de la traînée également. Et fait beaucoup plus de traînée si vous continuez à avancer avec par exemple, comme exemple, vous avez tous été à la piscine, vous avez tous nagé avec des palmes. Quand vous poussez sur des palmes, il y a une grosse quantité d'eau, c'est très dur. Et là, c'est le même principe, c'est-à-dire que si vous mettez la pale dans l'axe de vent, vous allez avoir quasiment pas de traînée. Si vous la mettez à plat, vous allez avoir une traînée importante, donc vous allez ralentir l'avion. Quand vous cherchez... quand vous avez une panne moteur, ce que vous cherchez, c'est d'aller le plus loin possible pour avoir un terrain sur lequel atterrir. Donc le but, c'est de mettre l'hélice en drapeau pour créer pas la traînée nulle, mais proche de zéro. Ça va? D'accord. Ouais, c'est pas évident. Bon, c'était tout pour les hélices. Est-ce que vous avez des questions sur ce qu'il faut retenir? Deux grands types d'hélices, pas fixe, pas variable. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'une hélice, elle est vrillée, pour éviter que les forces en bout soient plus grandes que les forces ici et que l'hélice ne casse. Ok. Troisième truc à retenir, les différents angles. Principalement, le premier, c'est l'angle de calage. D'accord. L'angle de calage, c'est à quel point ma pale elle est tournée, comme ça. Ok. Et l'angle d'incidence, c'est l'angle entre le vent apparent et mon hélice. Voilà, si vous avez retenu ça, on est déjà bien. Donc le vent apparent, c'est... J'ai le vent qui arrive comme ça, mais comme ma pale elle est en train de tourner, il a l'impression que mon vent il est en train d'arriver là. Et c'est l'angle entre les deux qui me donne l'angle d'incidence. Voilà ce qu'il faut savoir. Ça va? En gros, l'idée c'est ça. Et savoir que le pas d'une hélice, c'est quand j'ai fait un tour, le pas c'est de combien mon hélice elle était censée avoir avancé quand j'ai fait un tour. Voilà. Moteur à piston. Est-ce que vous avez déjà vu comment fonctionne un moteur à explosion? En ligne, ça va? Jason et... C'est pas Suki, c'est son frère. Je me souviens plus de son prénom. Jason, ça va? Il avait dit oui. Non, c'était il y a un quart d'heure, 20 minutes. Bon. De toute façon, ils auront le replay. Hein. Moteur à explosion. Alors là, c'est pareil, regarde ces images. Alors, moteur explosion, ici, cette partie-là, c'est un piston. Ok. Donc le 1, c'était le piston. Le 2, ici, la barre qui est là. La barre, c'est là. C'est la bielle. Ouais, vous êtes plus fort que moi en mécanique. La partie qui est là qui fait le tour et qui fait un écart. Ouais. Le vilebrequin. Ok, le vilebrequin, effectivement.
le réservoir dans lequel, ou la protection de ce truc-là. C'est que tu lis sur la feuille? Non, les deux premiers, non. Mais D'accord. C'est le carter, d'accord. Et la partie souvent dont on parle, c'est la partie noire là. C'est ce qu'on appelle le cylindre. Quand on dit c'est une 8 cylindres, ben voilà, c'est ça qu'on compte. Ok. Ensuite, comment ça va se passer à l'intérieur? En fait, il y a une partie là qui va être où on va admettre un mélange essence plus air, et une partie quand on aura fait la réaction et tout ça, qui va servir de tuyau d'échappement. Ok. Donc le 6, c'est l'échappement. Le 7, je vois pas ce que c'est le 7. Ah, le 7, c'est ce qui vient bloquer la sortie ou l'entrée. Ok, donc c'est une soupape. Là, c'est la soupape d'admission, et là, c'est la soupape d'échappement. Ensuite, le 8, parce que quand je viens faire un mélange air plus essence, suivant les systèmes, là, c'est un moteur à explosion, d'accord? Donc c'est un moteur type moteur essence, d'accord? Il faut que ça explose. Si je mets juste de l'air avec de l'essence, normalement, c'est pas censé exploser. Sauf que certaines conditions. Donc du coup, ici, qu'est-ce qu'on va faire? l'étincelle. Une étincelle. Et ça s'appelle comment l'élément qui fait une étincelle? Ah ben c'est déjà marqué, merde j'ai avancé trop vite. La bougie. Donc la bougie, je ne sais pas si vous avez déjà démonté une bougie de voiture, vous regarderez, au bout de la bougie, il y a deux petits bouts métalliques. C'est là où il va y avoir l'étincelle. Ok? Et le 9, c'est la pipe d'admission, c'est là où il y a le mélange qui va rentrer. Donc là, il y a une super photo où on pourrait refaire tout le jeu. Hein. Bon, donc là, on peut reconnaître les différents éléments plus ou moins en fonction de notre qualité et de la qualité de la photo. Ce qui va être intéressant, c'est que vous devez connaître les 4 temps du moteur explosion. Ça, c'est absolument à connaître. Est-ce que vous les savez? Alors, le premier temps, c'est l'admission. On va venir aspirer, ou plutôt faire rentrer un mélange air plus combustible. Ok? Deuxième temps. Là, on l'a fait rentrer, donc le piston, il était en train de descendre. D'accord? Ensuite, on va venir le compresser. Donc l'air et le mélange, on va venir, hop, comprimer comme ça. Donc le piston, c'est le moment où il est en train de remonter. Troisième temps, l'explosion ou la détente. Donc là, on fait l'étincelle. Et au moment où il y a l'étincelle, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas si vous avez déjà vu dans des films, hein, quand ça explose, ça a tendance à regrossir. Donc en fait, comme là, ici, ça veut absolument prendre plus d'espace, le piston, il va être poussé vers le bas. Et quatrième temps, une fois que le piston il est arrivé assez en bas, il va vouloir remonter. Et au moment où il remonte, qu'est-ce qu'il fait? Hop, il refait tout ressortir par la soupape de sortie. Ça va à peu près? Soupape d'échappement. Ce qui est intéressant de voir, c'est que dans ces 4 étapes, il y en a combien qui vraiment produisent l'énergie du moteur? Une seule, Une seule. C'est laquelle? l'explosion. C'est au moment où j'ai l'explosion et la détente. C'est le seul moment où en fait il y a de l'énergie qui est fournie par le mélange au système. Tout le reste du temps, en fait, c'est entre guillemets l'élan du moteur, l'inertie, qui fait que ça va continuer à tourner. Ça va? Et dans un cycle complet du moteur, il y a eu combien de tours de bielle? Un seul. Enfin, de vilebrequin, pardon. Non, regarde, je suis descendu une fois, monté une fois, descendu une fois, monté une fois. J'ai fait 2 tours. Ok? C'est un peu perturbant ça. Hein. Et ouais, parce que la première fois, en fait, quand je descends, c'est le moment où j'aspire le mélange. Deuxième fois, je viens comprimer. Troisième fois, j'explose, donc je redétends. Quatrième fois, j'expulse. Et quand je reviens, ben, je re-aspire, je recomprime, je détends, j'expulse. Donc dans un cycle, en fait, il y a eu 2 tours de vilebrequin. Ça va l'idée? Normalement, il y avait une animation. Voilà, il y a les 4 temps, et hop, l'animation, ici, 4. Donc là, on voit bien les soupapes dans cette animation. Ok. Allez, on essaye de les regarder, les temps. 1, j'aspire le mélange. 2, je le comprime. 3, plouf, ça a explosé, ça se redétend. 4, j'expulse. Ça va? C'est plus clair du coup, avec l'animation? C'est pareil, hier, j'ai passé du temps à chercher des animations, des trucs qui sont un peu plus parlants que leur vieille photo. C'est toi qui l'as mis ça? Oui. Ah oui, ça a été toi. Non. Il y avait la vieille photo dégueulasse et encore. Je
dis, c'est bien fait. Ouais. Bon, après, c'est moi qui l'ai trouvé. C'est juste que je trouve que c'est un Ah, peu c'est- plus parlant pour les ouais. étapes. Ça va pour tout le monde l'idée? Des questions sur ça ou pas? Il n'y a pas de moteur de temps dans les avions. Il n'y a pas, non, il y a pas de moteur de temps. Ça n'existe pas. Dans les tout petits avions. Même dans les ULM, les avions qui sont, enfin les ULM, donc c'est des avions qui sont limités en un certain poids. C'est toujours des moteurs à 4 temps. Les moteurs à 2 temps, non, ça n'existe pas. Ou alors il y a très longtemps, mais ça n'existe plus. Maintenant, c'est des moteurs à 4 temps de ce principe-là. Ok, donc ça, les 4 temps, il faut les connaître absolument, il y a des questions dessus. Ok. D'ailleurs, une des questions qu'on avait sautées il y a 2 semaines, c'était sur ces 4 temps, justement. Je sais pas si vous vous souvenez. Oui, pardon, vas-y. Non, alors ça c'est le principe du moteur à explosion. Ce qu'on va rajouter sur un moteur d'avion. Donc ça c'est le moteur, ça marche pour les moteurs voiture, moteur avion, petit avion, aviation légère. La différence entre un moteur de voiture et un moteur d'avion, c'est qu'on va rajouter une deuxième bougie. Là vous en avez eu qu'une. Sur un moteur d'avion, il va y en avoir 2 au cas où, avec un deuxième système d'allumage, je ne sais pas si on en parle, qui crée le système d'allumage, donc c'est ce qui crée l'étincelle au bout de la bougie. On va en avoir 2 en cas de... C'est toujours... il faut savoir en aéronautique, tout est doublé, voire triplé. Donc au cas où, si on a un problème sur une bougie ou un système d'allumage, on a le deuxième pour prendre le secours, pour éviter la perte du moteur en vol. Voilà. D'ailleurs, petite remarque, quand vous faites quand vous montez dans l'avion, avant de commencer à partir, vous allez faire des tests. Dans la checklist, on teste que avec les bougies gauche, que avec les bougies droite, et ensuite, bon, les deux, forcément, si les deux marchent, c'est bon. Et en vol, on laissera les deux. Mais ce qui est sûr, c'est que quand on fait les tests avant vol, on teste que l'un, que l'autre. Pour être sûr que les deux fonctionnent avant de décoller. Voilà. Donc c'était une petite commentaire, parce qu'il y a 2 boutons séparés pour les bougies. Voilà. Autre chose, c'est bon? Ok. Et ça, vous voyez, c'est le genre de truc que j'ai appris parce que je suis monté dans l'avion et que j'ai fait 2 vols, quoi. Sinon, je l'aurais jamais vu grâce à ces super diapos. Alors, les moteurs à piston, vous le savez, il y a plein de cylindres. Enfin, vous le savez ou vous le savez pas, moi je le savais pas, mais bon, bref. Ils ont plusieurs formes. Soit ils sont en ligne, comme là. Donc là, en fait, si vous regardez un moteur en ligne, j'ai en gros ici, et plein de pistons, à la suite. Ok, ça fait comme une serrure, hein, si on le regardait en 3D. Ça, c'est des moteurs en ligne. Il y a des avantages et des inconvénients, mais je ne vais pas rentrer dedans, parce que c'est pas important. Il existe des moteurs en V, comme celui-ci là. D'accord? Donc les pistons, il y a plusieurs pistons qui sont sous cette forme-là. Alors ce qu'il faut voir, c'est que les moteurs en V, le V peut être très fermé et le V peut être très ouvert, jusqu'à une certaine limite. Ok? Oui? Il n'y a pas des moteurs en X sur les avions. J'y viens. Tu vas voir. Il y a les moteurs à plat. Alors le moteur à plat, c'est quasiment comme un moteur à V, mais à plat. La différence, c'est que ici, les pistons ne sont pas synchronisés. Il y en a un qui tourne, l'autre comme ça fait comme ça en fait. Ok. Alors que ici, le moteur à plat, si vous regardez, les 2 pistons, ils sont ici dans le premier cas ensemble et là exactement à l'opposé. Ok. Il y a des avantages et des inconvénients. Encore une fois, je ne viens pas sur tout ça, c'est trop technique. Et ensuite, on a, alors pas des moteurs en X, mais en étoile, avec une jolie animation. Bon, que vous voyez à moitié parce que c'est coupé, mais l'idée c'est qu'il y en a plusieurs pistons qui sont tous en étoile. C'est ce que tu proposais, non? Il y en a aussi en X. Oui, bon, c'est un X. Le X, c'est une étoile à 4 branches. Ouais. Si ça te va. Alors au niveau du côté pratique, c'est ce qui est utilisé en règle générale en aviation, c'est à plat. On est plus à plat. Les moteurs en étoile, c'est fini depuis quelques années. Les vieux avions ont des moteurs en étoile, mais certainement on ne rentrera pas dans les détails, certainement pour une économie d'énergie ou je sais pas, ça a été arrêté de production. Maintenant, c'est juste de la restauration sur des vieux avions. On est plus sur du moteur à plat qui prend un peu moins de place en hauteur. Et le reste, en aéronautique, j'en ai rarement vu. En général, ils ont entre 4 et 6 cylindres montés à plat dans l'aviation légère. Ok. Ceux que vous avez vus à l'aéroclub étaient montés en 4. Ils ont 4 cylindres. Voilà. Alors, là ici, on a un exemple de moteur à plat. Je sais pas si on y voit très bien. Moi, j'y vois rien. Ouais, On y voit un peu moins bien, ouais. Bon, on les voit un peu ici, là. Ok.
un peu. Et là, sur le, Pardon. sur le dessus, à ce niveau-là, là, vous pouvez voir, c'est le système d'allumage. Vous avez deux systèmes. Vous voyez les deux blocs noirs là. les deux blocs noirs. Ici et ici. Voilà, les fils qui partent sont reliés aux bougies que vous avez je vais faire à ce niveau-là. Là. Voilà, vous avez deux bougies de chaque côté du cylindre qui sont alimentées par ces deux. C'est ce qu'on appellera des magnétos. C'est des systèmes d'allumage. Voilà. Ensuite, ici, on a un joli moteur à 7 cylindres qui, donc, comme nous disait Kevin, ne sont plus trop utilisés. Mais bon, il est beau. Voilà. Alors, ça, c'était le premier type de moteur. Il existe des moteurs à carburateur ou à injecteur. Ok. Donc, le premier, c'était à explosion, mais il existe aussi à carburateur ou à injecteur. Le concept, c'est quoi? Je crois que j'ai pas fait d'animation sur celui-là. Donc, on a à gauche, ici, le réservoir. Ok. Ensuite, ici, on a un robinet pour couper. Là, on a une pompe électrique plus une pompe mécanique. Pardon. Pompe électrique plus pompe mécanique. Ok, qui vont aspirer ce qu'il faut. D'accord. Ici, alors ça, c'est ce que vous retrouverez quand vous pilotez. Ici, cette petite manette là, c'est la manette de richesse. Ça permet de doser la quantité. Donc là, c'est le carburant qui vient des réservoirs par rapport à la quantité d'air ici. Et la manette de richesse permet de venir limiter ici la quantité de carburant qu'on va injecter dans mon mélange. Ok. Bon, le 6, c'est l'air. Donc là, ici, il y a l'air qui rentre. Dans le 5, il y a le carburant qui est passé. Donc là, ça va se mélanger. Hop. Et ensuite, le 7, bon, il y a un filtre. Ok. 8, c'est le manette des gaz. Manette des gaz, ça permet de faire quoi? Ici, en gros, je penche ou je penche pas. Ok. Ça permet de gérer à quel point je vais envoyer de la patate dans le moteur. Et le 9, c'est le papillon du carburateur. Ok, très bien. Très content. Alors, juste. Donc là, comme il vous a dit, on a deux pompes. Pompe électrique, pompe mécanique. Vous avez vu les différents types d'avions, aile basse et aile haute. Donc ça, ce modèle-là, pompe électrique et pompe mécanique, vous l'aurez que sur les ailes basses. Les ailes hautes, vous allez toujours avoir, dans n'importe quel avion, vous allez avoir une pompe mécanique. Par contre, la pompe électrique sera supprimée dans les ailes hautes, puisque l'essence arrivera directement au moteur par gravité. Vous savez que les réservoirs sont situés dans les ailes. Donc quand on a une aile basse, le moteur est au-dessus des ailes. Donc on a besoin d'une pompe. La pompe électrique, en fait, ça va être une pompe de secours. C'est-à-dire que si la pompe mécanique vient à casser, il y aura la pompe, on activera la pompe électrique. La pompe électrique est mise notamment au décollage et à l'atterrissage et en cas de secours, si on perd la pression d'essence. Ça, c'est pour les ailes basses. Les ailes hautes, vu que les réservoirs sont situés au-dessus du moteur, si la pompe mécanique vient à lâcher, il y aura toujours un système de gravité qui amènera l'essence au moteur. Ok, c'est pour ça que je me t'ai dit, moi, dans celui que j'avais piloté, le 2 places, il n'y avait pas la pompe électrique activable ou désactivable. Non, il n'y a pas. Ok. Parce qu'il n'y a pas de pompe électrique. Eh bien oui, forcément. Ok, c'est bon pour tout le monde? Et c'est la différence, donc à l'auto-école, le 2 places a les ailes hautes. À l'aéroclub. Ouais, je suis fatigué. À l'aéroclub, le 2 places a les ailes hautes, donc il n'y a pas besoin de toucher à la pompe électrique vu qu'il n'y en a pas. Et le 4 places a les ailes basses. Vous regarderez samedi dans 3 semaines quand on ira. Ouais, 3 semaines, 4 semaines. Bon, bah, quand on ira, bref. Vous verrez que le 4 places, il faut monter sur les ailes pour rentrer dans l'avion. Voilà. Alors que le 2 places, il faut passer sous les ailes. Ok, donc la manette de richesse, elle permet de régler les proportions du mélange air-carburant. Je te laisse peut-être expliquer si tu veux. En gros, l'idée ou pas trop? Ouais, on peut expliquer. Dans quel cas on met un mélange pas riche ou riche? Ouais, alors en fait, parce qu'ils n'ont pas vu tout ce qui était météo, pression atmosphérique, ça vous dit... Bon, sinon tu fais plus simple. En l'air, il y a moins d'air. Okay. Donc la pression est plus faible. Okay. Comme il y a moins d'air, qu'est-ce qu'il faut faire par rapport Alors là, moins d'air. La densité de l'air est moins importante. Et vous savez peut-être pas, mais il faut un ratio pour faire fonctionner correctement un moteur. C'est-à-dire qu'il faut que pour tant de litres d'essence, il y ait tant de litres d'air.
C'est-à-dire le ratio pour un moteur à combustion, c'est 1 sur 15. Donc c'est-à-dire qu'on va lui apporter 1 gramme d'essence pour 15 grammes d'air. D'accord? Si la densité de l'air diminue, il va falloir lui donner moins d'essence. Sinon le moteur va tourner moins bien. D'accord? Vu qu'on va prendre de l'altitude, la densité de l'air diminue. Donc il va falloir ajuster la quantité de carburant qu'on donne au moteur pour pouvoir tourner le plus rond possible pour que le moteur tourne bien et pour diminuer la consommation aussi. Sinon, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, si j'envoie trop d'essence par rapport à la quantité d'air, ben, tout ne brûlera pas. Et si tout ne brûle pas, ben, j'ai envoyé de l'essence pour rien. Donc je consomme plus que ce qui est nécessaire. Donc c'est pas terrible. Ok? Si j'envoie pas assez d'essence, qu'est-ce qui va se passer? C'est pas terrible non plus. Mon moteur, il va se traîner, quoi. Il sera pas au maximum de son efficacité, quoi. Ça va à peu près l'idée? C'est pour ça que quand vous voyez un avion de ligne qui explose dans les films, c'est pas possible. Non, parce qu'en fait, pour la quantité d'essence qu'il y a, il faudrait 15 fois plus d'air. Donc je sais pas si vous imaginez, les réservoirs, 15 fois, c'est l'équivalent de 5 stades entiers de foot, 5 stades d'air. Donc en fait, l'explosion, un avion, il explose pas comme ça. Il peut prendre feu, mais il explose pas comme ça. Les réservoirs, ils explosent pas instantanément. Parce qu'il faudrait l'équivalent de 5 stades à peu près d'air par rapport aux quantités de kérosène qu'il y a. Ok? Donc c'est pour ça que dans les films, en fait, on vous ment. Pareil, une voiture, elle explose pas comme ça. Si l'essence est répartie au sol et qu'il y a beaucoup d'air autour et qu'il y a une grande surface, oui. Si l'essence, elle est contenue dans le réservoir et qu'il est quasiment plein, non. Elle n'a pas de raison d'exploser. Elle peut prendre feu, elle peut faire plein de choses, mais elle va pas faire une grosse explosion comme on a l'habitude. Après, ça peut faire des réactions en chaîne, mais pas d'un coup comme on le voit instantanément dans les films. Dans les films, c'est tout hyper bien calculé, c'est réparti, tout ça. Oui. J'ai une question pour l'huile. C'est directement, il y a une pompe à huile ou c'est directement dans l'essence? Ah non, ça c'est le moteur de temps. Dans un moteur de temps, on mélange l'huile à l'essence. Moteur à 4 temps, l'huile est située, donc on l'a vu tout à l'heure, dans le carter. Si on revient... Elle sert ici, là. Là, dans ce, là, et ici, voilà, là. oui. L'huile, elle sert juste à lubrifier Donc cette partie. l'huile, elle va être stockée ici, avec une crépine et une pompe mécanique, une pompe à huile, qui va lubrifier tout le système. Ce que tu parles, c'est le moteur de temps. Le moteur de temps, tu fais un mélange d'huile directement dans le réservoir d'essence. Parce qu'il n'y a pas ce système de carter avec de l'huile directement à l'intérieur. D'accord. Tu vois, j'apprends des trucs, je fais bien de venir. Hein. Ok. D'autres questions sur cette partie-là? Donc, on avait vu les moteurs à explosion et donc là, je ne sais plus ce que je disais. À carburation, ouais. Donc la manette de richesse, on en a parlé. La richesse maximale au décollage et à l'atterrissage. Et on l'adapte en fonction de où on est dans l'espace aérien. Le mélange idéal, c'est ce que disait tout à l'heure Kevin, c'est 1 gramme d'essence pour 15 grammes d'air. Ça, il y a souvent des questions sur ça. Donc c'est une valeur à noter. Alors je ne sais pas si c'est écrit sur vos fiches ou pas, je n'ai pas vérifié. Mais notez-le avec la fiche moteur. Sur la fiche moteur à piston. En haut, mettez bien 1 gramme d'essence égale 15 grammes d'air. Ça, c'est le mélange. Vous le verrez sûrement en physique-chimie. C'est ce qu'on appelle les quantités stoichiométriques. Je vous le dis pour les profs de physique-chimie qui nous écoutent. Non, c'est pas marqué. Bon, mais notez-le quelque part. 1 gramme d'essence pour 15 grammes d'air, c'est important. Ok. Il faut savoir aussi que l'essence refroidit un moteur. C'est-à-dire que l'essence est relativement froide. Donc elle permet aussi la lubrification d'un côté, parce qu'elle est... alors vous n'avez pas connu, c'était du super. Avant, à l'époque, on avait du super, on pouvait mettre dans les voitures. Ce qui a été remplacé parce que c'est du plomb, le plomb est devenu interdit. Mais le plomb est un lubrifiant. Il est bon pour les moteurs, pour la lubrification des moteurs, et en aviation, on est toujours sous ce type d'essence, donc toujours avec du plomb à l'intérieur. L'essence, donc je disais, elle contient du plomb, donc elle lubrifie, et en même temps elle est relativement froide. Plus on enrichit le mélange, plus on va aider le moteur à ne pas surchauffer. Donc dans des actions décollage, atterrissage
et des actions de montée et descente, on va mettre une richesse maximum à l'avion pour l'aider à se refroidir plus facilement. Donc le mélange sert aussi à ça, à donner un fonctionnement du moteur parfait et aussi à aider au refroidissement du moteur. Parce qu'il faut savoir, non, je ne vais pas rentrer dans les détails du refroidissement. Ok. Ok. Et donc, comment ça se présente, ce richesse dans l'avion? Vous aurez une petite tirette avec un bouton. On appuie sur le bouton et on tire la tirette ou on pousse la tirette en fonction de la richesse qu'on veut. Cette manette est toujours rouge. Ok. Voilà, ben là, c'est ce que tu viens d'expliquer, c'est que ça risque de givrer, vu que ça refroidit. Ouais, alors ça, c'est encore autre chose. Ça, c'est de la vaporation. Ouais, quand tu fais la vaporisation. En fait, alors ça, c'est plus vous avez deux types pour apporter de l'essence à un moteur, vous avez deux types. Vous avez soit le carburateur, soit l'injecteur. Dans l'aéronautique, ils utilisent les deux. Nos avions sont qu'à carburateur. Dans les avions plus récents, ça sera de l'injection. L'injection est plus performant, mais plus coûteux également. Il faut savoir qu'avec un carburateur, on va avoir un problème de givrage. C'est-à-dire que ça, c'est une formule, ils n'ont pas dû voir non plus. Il y aura pas. Quand vous accélérez un fluide, le fluide, la pression diminue et la température diminue. Donc, à un moment donné, quand vous allez, par exemple, même avec une température extérieure de 20 degrés, vous allez faire rentrer cet air à l'intérieur du carburateur. S'il accélère, ça va faire givrer les composants à l'intérieur du carburateur. Donc, on a une tirette à l'intérieur de l'avion qui est de couleur noire et qui sert à apporter de la chaleur au carburateur pour éviter ce genre de problème. Le starter, non? Non, alors ça, starter, c'est pour démarrer. Le starter, c'est vraiment, en gros, c'est un peu comme la richesse, c'est qu'au démarrage, tu vas envoyer un peu plus de carburant. Les starters des voitures, c'est ça. C'est que tu envoies un peu plus de carburant, et c'est surtout pour les démarrages, et ensuite tu l'enlèves quand tu es en vol. Alors que là, c'est quelque chose que tu mets justement quand tu es en vol. Quand tu es en vol, comme ça risque de givrer, qu'est-ce qu'on fait? On va récupérer de l'air chaud et on va envoyer de l'air chaud pour éviter que ça givre. Vous voyez, à ce niveau-là, donc là vous avez ici, c'est l'entrée d'air. Donc l'entrée d'air va se faire ici et là on va on va, comment on appelle ça? On va vaporiser l'essence à ce niveau-là. D'accord? Là vous voyez, vous avez un rétrécissement ici au niveau du carburateur. Donc l'air va s'accélérer d'elle-même. Parce que si vous avez... ça, ils l'ont pas vu non plus. Quand vous avez un rétrécissement d'air, la vitesse va accélérer. Donc ça va réduire votre pression. Imaginez, là si j'ai 40 chevaux à passer et que là j'ai rétréci, il faut quand même que les 40 chevaux passent. Sauf que s'ils vont tous à 1 mètre par seconde, si là j'ai plus que la moitié de l'espace, eh bien, il faut qu'ils aillent 2 fois plus vite pour que tout le monde passe et qu'il n'y ait pas un bouchon. Voilà, ben c'est ça l'idée, c'est que si ici j'ai une certaine quantité d'air et qu'elle doit passer par cet endroit-là, le seul moyen qu'il n'y ait pas de bouchon et qu'il n'y ait pas de tassement, c'est que l'air, s'il allait doucement ici, il va aller plus vite ici. Voilà ce que c'est l'idée. Ce qu'on appelle l'écoulement de Bernoulli. Bref. Voilà. Et donc en accélérant, la pression diminue, la température diminue également, et plus elle diminue, plus vous avez des risques de givrer. Donc de bloquer ce papillon qu'on appelle ici le papillon des gaz, qui fait le mélange air-essence, et ensuite ça crée un problème, le moteur est plus alimenté en essence, du coup c'est un peu trop compliqué. Non, je ne veux pas. J'y viens. Du coup il y a une petite tirette à l'intérieur de l'avion qui, au lieu d'apporter de l'air à ce niveau-là de l'extérieur, donc de l'air froid, va prendre de l'air à côté du moteur pour apporter de la chaleur et éviter de faire givrer ce papillon des gaz. Ma question c'est comment l'air elle est appelée dans le moteur? Alors elle est appelée par le piston au moment de l'admission qui aspire le mélange air-essence et également par la vitesse de l'avion. Si vous regardez une voiture, en général la prise d'air qui va au moteur est prise à l'avant, sur la calandre avant. Donc l'air de la voiture, quand la voiture avance, elle donne une vitesse à l'air et du coup ça aspire le... Ça c'était plus au démarrage plutôt. Comment ça marche en fait? Le piston qui aspire. Et dans la voiture, c'est ici, là, tu as souvent une grille. Et en fait, ici, dans la grille, tu as, l'admission d'air. Voilà, bon, c'était une remarque. Et pour montrer mes talents de dessinateur aussi. Ok. Je peux y aller. Pardon? Je peux y aller. Oui, vas-y.
Pas de souci. De toute façon, le replay sera mis sur YouTube. Ok. Ok. Allez, ça c'est bon. Et l'injection, c'est quoi la différence? C'est qu'en fait, on va pas aspirer un mélange, on va venir l'injecter directement dans le piston. C'est la différence. C'est pour ça que ça s'appelle injection. Est-ce qu'il y a un schéma? Il n'y a pas de schéma parce que tu veux le faire le schéma? Bon, l'injection, on vient directement dans le piston, hop, injecter dedans. Pas dans le cylindre. Dans le cylindre, pardon, oui. Oui, pas dans le piston. Ouais. Ok. Est-ce que ça va à peu près la différence? Ouais, ok. Donc il y aura pas de givrage avec un injecteur. Donc cette manette qui est dans le cockpit, si vous avez un moteur à injection, il n'y aura plus de manette. Il y aura toujours la manette de richesse, mais il n'y aura plus cette manette de réchauffage carburateur. Alors les essences, on va passer un petit peu vite. Il faut que le mélange air-essence il soit allumé par la bougie. C'est logique. Si c'était trop chaud, ça pourrait s'allumer tout seul. D'accord? Donc du coup, pour ça, il faut utiliser la bonne essence pour le bon type de moteur. D'accord? Et donc pour ça, il y a plusieurs types d'essence. Et bon, on n'y voit rien ici, mais en gros, on va toujours prendre. Si j'ai plus, par exemple, de samplon 95, je peux mettre du samplon 98. On prend toujours la richesse, l'indice au-dessus, jamais l'indice en dessous. Ok? Parce que c'est moins dangereux dans un sens que dans l'autre. Sinon, ça risque de s'enflammer tout seul et pas terrible. Donc du coup, les indices, c'est quoi? Ben, si on prend par exemple le 80-87, c'est en rose. C'est ce qui est utilisé dans l'aviation. Je sais pas si tu as des... Non. La bleue, c'est la plus commune. Alors 80-87, je sais pas ce que c'est, j'en ai jamais vu. D'accord. Ben, la 100 LL. Alors la 100 LL, c'est ce qu'on utilise nous dans nos avions. On a donc les deux avions du club, même le troisième, celui de Francis, les trois qui sont dans le hangar que vous avez pu voir quand vous êtes venus, ils utilisent cette essence. C'est une essence, comme je disais tout à l'heure, qui est plombée, qui ressemble étrangement au super qu'on peut plus utiliser puisqu'il y a du plomb dedans. Vous savez, le plomb est interdit maintenant. Mais pour l'aviation, on est obligé de l'utiliser puisque c'est encore un gage de sécurité. Ça lubrifie mieux le moteur, ça lubrifie et refroidit mieux le moteur. Donc on n'utilisera que de la 100 LL que vous ne trouverez quasiment jamais en dehors d'un aérodrome. La 100-130, c'est verte. Ça doit être américain, ça je connais Très pas bien. non plus. Et la violette, la 115-145, qui n'est pas utilisée en aviation. Et la samplon blanche, pareil. Ok. Bon, ce qu'il faut retenir, c'est que comme pour les voitures, il y a plusieurs indices. Et il faut choisir le bon pour le bon type de moteur. Alors, Ok. le plus courant, c'est la 100 LL. Les autres, j'en ai jamais vu. En aviation léger. Après, quand vous arrivez dans l'aviation un peu plus d'affaires, c'est ce qu'on appelle du jet et c'est totalement différent. Ok. Contrôle en vol. Alors, il y a besoin de savoir contrôler quoi en vol. Alors, le tachymètre, c'est quoi? Si vous remarquez, il y a marqué RPM, ça veut dire quoi? C'est tour minute. Voilà, c'est les tours par minute. Rotation per minute. Ok. Pareil, encore une fois, hein, le moteur, il ne faut pas qu'il aille trop vite comme sur le moteur d'une voiture. Hein, si vous dépassez un certain nombre de tours minute, le moteur il fait la gueule. Alors, ouais, pour revenir à une petite précision, les moteurs sont vraiment très... Vous pouvez voir une voiture, par exemple, le moteur diesel, ça monte à 5000 tours. Donc là, vous avez... la barrette rouge est sur à peu près 2600 tours. Donc ce qui est très très bas. Les moteurs à essence, normalement, c'est 6-7 000 tours minimum. Et pourquoi c'est si bas? C'est un problème en fait d'hélice. C'est-à-dire que si on met un tour trop élevé, le bout de pale, ce qu'on vous a expliqué tout à l'heure, le bout de pale va atteindre le mur du son. Et ce qui pose un problème pour la structure de l'hélice et pour la traction également. Donc les moteurs d'avion sont relativement bas, on pourra les monter légèrement plus haut, mais pour une question de pale d'hélice, on ne le fait pas. Oui, Je suis pas du tout sûr du nom, mais je crois aussi que ça s'appelait un rupteur. Alors oui, rupteur, c'est quand on dépasse la limite du moteur autorisé, dans la zone rouge. Du cadran. Ah non, Non, c'est pas dans celui-là. Ça c'est un contour, ça. Ça, c'est la vitesse de rotation du moteur. Toi, tu parles... Non, un rupteur, ce qu'on dit faire une rupture, c'est-à-dire de franchir la limite de
la limite de la zone rouge, du début de la zone rouge, là, par exemple de la barrette qui est en rouge ici, mais il n'y a pas de mémoire, il n'y a pas d'instrument qui s'appelle un rupteur. Oui. Ok, haute contrôle à vérifier, la pression d'huile, la température d'huile, carburant dans les différents réservoirs, la batterie. Là, je ne vois pas ce que c'est. Alors ça, c'est la température des cylindres. Donc la pression d'huile, la température d'huile, les réservoirs, la quantité dans les réservoirs et ce qui est au niveau électrique, ça vous l'aurez dans n'importe quel avion. La température des cylindres, c'est relativement pas courant. On n'en a pas par exemple, on n'en a pas dans nos avions. Ça va être une sonde qui va être placée sur le cylindre le plus éloigné de l'entrée d'air, et pour vérifier que que la température du cylindre reste dans les normes, enfin dans les conditions limites d'utilisation. Mais c'est relativement, c'est pas dans tous les avions. Voilà, on n'en a pas besoin pour voler. Vas-y, tu peux avancer. Alors là, ça va être pour des hélices à pas variables en général. Alors quand on dit hélice à pas variable, c'est-à-dire que c'est une vitesse on va plus considérer la vitesse de rotation constante. Là, on va avoir deux choses. D'un côté, vous allez avoir ici à droite, ça va être le débit de carburant, fuel flow en anglais. Donc on va pouvoir avec ça régler la richesse. Et là, on va lui donner une pression d'admission dans le moteur. Ça, c'est un peu compliqué. On va sauter parce que sur des moteurs simples, il n'y en a pas besoin. Après cette partie-là, performance et utilisation. Ouais. Franchement, voilà. Hein. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des petits moteurs, c'est cool, ça coûte pas cher et ça a des bonnes performances. Voilà. C'est pour ça que tous les petits avions ont ça d'ailleurs. Ok. C'est que c'est pas le top, mais c'est pas mal et pour ce qu'on veut en faire, ça suffit. Maintenant, on va parler de turboréacteur. Ok. Alors, turboréacteur, le concept, c'est quoi? Vous avez déjà pris un ballon de baudruche dans lequel vous soufflez. D'accord? Qu'est-ce qui se passe quand on souffle? On vient tasser de l'air à l'intérieur du ballon. Si on tasse de l'air, ça veut dire que la pression à l'intérieur est plus grande que la pression à l'extérieur. Ok? Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Quand je vais lâcher mon ballon, l'air veut sortir. Aïe. La pression veut se rééquilibrer, donc l'air va sortir. Qu'est-ce qui se passe quand l'air sort? Il y a des lois qui disent que si d'un côté il y a quelque chose qui part, de l'autre, il y a aussi autre chose qui part. L'exemple le plus simple pour s'en convaincre, c'est que si vous êtes sur une barque, comme ça, avec le sol qui est là, vous l'avez peut-être déjà fait en canoë. Est-ce que tu peux m'allumer le tableau, s'il te plaît? Je suis dans une barque, voilà, ici. Je suis debout. Hop, bon, je ne suis pas très grand, hein. Hop, ma barque, voilà, elle est là. Ça, c'est ma barque. Hop là. À partir du moment où je vais avancer, qu'est-ce qui va se passer pour mon canoë? Il va reculer. Il va partir dans l'autre sens. Ok? En gros, l'idée, c'est que toute action a une réaction inverse et opposée. Là, c'est la même idée. Si j'ai de l'air qui sort vers le bas, mon ballon, il part vers le haut. Ok? C'est ce qui fait qu'une fusée vole. Et c'est ce qui fait qu'un turboréacteur fonctionne. C'est le fait qu'il y ait de l'air qui sort qui fait que ça pousse vers l'avant le réacteur. Ok? Voilà, et il y a une loi qui dit ça, c'est la loi de Bernoulli qu'on verra plus tard à la rigueur en je crois peut-être, dans les trucs aérodynamiques. Ok? On va pas rentrer là-dedans, c'est pas intéressant. Et pareil pour la formule de l'air, on s'en fout. Ça dit juste qu'il y a une force qui s'applique quand j'ai des vitesses différentes. Voilà. Ce qui est important, c'est le turboréacteur, comment il fonctionne. Est-ce que vous y voyez à peu près? Le turbo... Est-ce que tu peux éteindre, s'il te plaît, le tableau? Désolé. Turboréacteur, il fonctionne avec les 4 étapes qu'on a vues tout à l'heure. Il y a d'un côté l'admission, la compression, la combustion, l'échappement. Sauf que, au lieu d'avoir les 4 phases qui se font à la suite dans le temps au même endroit, les 4 phases se font à la suite dans l'espace. Ok? Donc, on a à l'avant une entrée d'air, c'est l'admission. Alors, on va comprimer l'air ici. Et la combustion, on va mélanger l'air avec forcément du kérosène. Du kérosène, merci. Et au moment où on va faire la combustion, qu'est-ce qui va se passer?
L'air est chaud, il a envie de s'échapper, il ne peut pas s'échapper par là parce que ça pousse déjà, donc il va s'échapper vers l'arrière. Et quand il s'échappe vers l'arrière, qu'est-ce que ça fait sur mon turboréacteur? Si l'air s'échappe vers l'arrière, le turboréacteur, ça le pousse vers l'avant. C'est le concept du turboréacteur. Ça va, l'idée, à peu près? Alors, il existe des turboréacteurs un petit peu différents de celui-là. Bon, les étages, on s'en fout. Franchement, le corps et tout ça. Hein? Ici, on voit des photos de... Donc là, c'est le redresseur, en entrée du compresseur, d'accord? Donc la première phase. Non, la deuxième phase, pardon. Là, on a le compresseur. Alors le compresseur, je ne sais pas si vous avez vu, c'est plein d'hélices les unes à la suite des autres. Et elles vont venir, en fait, pousser l'air à l'intérieur. Voilà pour le turboréacteur. Et là, on a les obs de la turbine. Je ne sais pas si c'est intéressant de voir ça. Je ne sais pas pourquoi ils ont mis la moitié des photos où on n'y voit rien. Bon. Ce que je vous invite, pour les turboréacteurs, il y a des vidéos assez sympas sur ça. Et, sur Internet, donc j'ai pas voulu les mettre là pour pas trop alourdir non plus. Ce qui est intéressant, c'est que ça va pousser énormément. L'inconvénient, c'est que ça consomme énormément aussi. Voilà. Et en plus, comme les gaz, quand ils sont éjectés, ils vont pas être à la même vitesse que les gaz autour, ça va faire énormément de bruit. Je ne rentre pas dans les détails, il y a plein de raisons à ça. Et voilà. Il existe un deuxième type de turboréacteur, c'est intéressant là, parce que c'est des turboréacteurs à double flux. Voilà. Il y a d'un côté la partie chaude qui est au centre, d'accord, mais aussi autour, il y a la partie froide. Il y a une grosse partie de l'air qui passe autour en fait. D'accord? Quel est l'intérêt de ça? C'est qu'on va avoir ici un flux d'air qui est globalement, qui encadre le gros flux d'air chaud. Je crois pas que ça sert à... On va pas plus loin que ça. Bon, T'as quelque chose à dire? Non, je pense pas que ça... Ok. Bon, on a la même ordre d'idée. Hein. Ici, je vais avoir l'air qui va être compressé ici. Il va être ici mélangé et là, il va être détendu. Et ensuite, voilà, il s'échappe. Alors, il faut savoir que sur ces genres de modèles, c'est sur l'aviation nouvelle, on va dire. Ça a commencé à peu près, par exemple, l'Airbus 320, vous voyez, il est monté avec ce genre de turboréacteur. Avant le 320, si vous prenez les premiers modèles de 737, c'était monté avec l'ancien modèle, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas ce double flux, c'était simple flux. C'était monté avec ce type d'appareil. C'est-à-dire que toute la poussée se faisait par le corps principal. Maintenant, avec les nouveaux, donc ils étaient très gourmands, très gourmands en énergie. Maintenant, avec les doubles flux, ils sont toujours bien sûr gourmands en énergie, mais beaucoup moins, puisque le plus gros de la poussée se fait pas dans la chambre de combustion, il se fait par le second flux, l'air froid, qui est l'air froid ici. Ici, c'est la plus grosse partie de la poussée. Alors pourquoi? C'est ça la vraie question. Pourquoi? Parce qu'en fait, normalement, si je vais à une certaine vitesse, l'air qui est là, théoriquement, il n'est pas censé aller plus vite. Sauf si vous vous souvenez de ce qu'on a dit tout à l'heure. Exactement, Quentin. Ça se réduit ici, on le voit bien. Donc l'air, qu'est-ce qu'il va faire? Il accélère. Et s'il accélère, au moment où il sort, il va avoir une poussée aussi. Alors, ça, c'est la première raison. La deuxième, il y a la deuxième. Je vais faire la souris si tu veux. Hop. Donc on a la deuxième, c'est quoi? Ici à ce niveau-là, on peut voir il y a deux systèmes, d'accord? Il y a ce système violet ici avec côté partie froide et partie chaude, et le système vert. Le vert est relié d'un bout à l'autre sur le même arbre, et le violet est également relié, mais est indépendant du vert. D'accord? Les deux tournent indépendamment. Quand vous allez brûler le kérosène à ce niveau-là et que vous allez l'expulser, il va faire tourner cette turbine, et grâce à ça, ça va alimenter cette turbine. Donc plus il va y avoir de la pression à l'arrière, de l'expulsion, de la détente au niveau des gaz, plus ça va donner de la vitesse, ce qu'on appelle aux fans, aux premières rangées d'hélices, ce qui va donner encore plus de vitesse sur le flux, le second flux, le flux froid, ce qu'on appelle. Donc si on imagine bien la chaîne des efforts qui sont faits, c'est j'ai de l'air qui rentre, qui est comprimé par le système violet, mélangé
qui va brûler et qui va du coup sortir très vite. Ça va me faire tourner l'arrière du système vert. Et comme l'arrière du système vert est relié à l'avant du système vert, ça va me faire rentrer beaucoup d'air à la fois au centre, mais surtout beaucoup d'air autour. Et en fait, finalement, l'air chaud ici, il contribue à hauteur de 10 à 20% de la poussée totale. La grosse partie de la poussée sera faite par le système autour en fait. Vous voyez à peu près? Donc en fait ici on a un système quasiment comme un moteur qui nous fait tourner ces ventilos là. Si on imagine mentalement, hein, sauf que tout est mis dans le même élément. Ça va à peu près? Avant, par exemple, on n'a pas de photo là, mais vous pouviez voir les anciens modèles, c'était des tout petits réacteurs. Maintenant, les réacteurs ont augmenté de diamètre pour intégrer cette partie-là. Par exemple, dans les avions de chasse, c'était le premier système, c'est toujours le premier système. Parce qu'ils n'ont pas de place de monter ce genre de procédé. Il faut réduire au maximum la taille des réacteurs. Et du côté militaire, on ne fait pas d'économie. On n'a pas besoin de l'écologie, c'est pour plus tard. Voilà. Ça va pour tout le monde le turboréacteur? Les deux fonctionnements à peu près? Ok. Donc, le double flux, ok, on l'a dit tout ça, donc on va sauter, hein, c'est ce qu'on vient d'expliquer. Il y a un truc important, c'est quelle est la quantité d'air chaud par rapport à la quantité d'air froid. C'est ce qu'on appelle le taux de dilution. Ok, on vous le dit, mais je suis pas sûr que ce soit intéressant. Voilà. Ok, et là, on peut voir, alors ici, on voit bien en fait les deux espaces. Là, l'air, il rentre par la partie numéro 3, d'accord? Et ici, on voit les deux circuits. En haut, là, dans le 2, je ne sais pas si vous voyez bien, mais il y a de la place ici. Hein. Donc ça, c'est le deuxième circuit, le circuit froid. Et le circuit chaud, il est tout ici au centre. Ok? Donc là, le flux chaud, c'est le 1. Le flux froid, c'est le 2. 3, c'est le premier étage du compresseur, ce que je vous disais. Première partie. 4, on est sur le deuxième étage. Le 5, c'est l'endroit où on a la combustion ici. Ok? Et 6, c'est l'étage de la turbine, et 7, deuxième étage de la turbine. Voilà en gros ce qu'il faut voir. Ok? Là, on retrouve les mêmes éléments. Je ne sais pas si vous voulez tous les refaire. On voit bien ici le fan avec la partie air froid, la partie air chaud et tous les étages qu'on avait vus jusqu'à maintenant. Ça va? Bon, je pense pas que ça vaille le coup de trop détailler Non. le plus ça. Alors, on peut vous demander, dans les examens, hein, il peut y avoir des photos, il peut y avoir des trucs comme ça, mais c'est plutôt des schémas de principe que des vraies photos. Il peut y avoir aussi des photos, vous vous souvenez, la dernière fois, on avait une photo des ailes, et on vous demandait est-ce que c'est des ailes basses ou des ailes hautes. Mais ça reste plus sur des photos de principe que vraiment des choses comme là, où on n'y verrait rien. Les photocopies sont en noir et blanc, donc autant dire que, vous me direz, l'éducation nationale, c'est pas ça qui les arrête d'habitude. Ok, bon là je ressaute tout ça parce que c'est pas très intéressant. Voilà, ok. Là on a un statoréacteur, est-ce que tu veux rentrer dans le détail? Moi je sais pas ce que je suis censé en dire de ça. Non, mais ça, Voilà. Tadam. c'est statoréacteur, en fait, c'est la chambre de combustion, quoi. Ouais, Quasiment. mais je savais pas quoi en dire. C'était dans le diapo et c'est ce que je vous disais, hein, le diapo, c'est la première année que je l'utilise entièrement. Et j'ai commencé à modifier des trucs, mais il y a trop de choses à modifier. En fait, c'est pour les missiles, par exemple. Ils s'en servent parce qu'il faut avoir une vitesse de 300 km/h, mais bon, vous verrez ça si vous faites du militaire, mais sinon ça n'existe pas dans le civil. Ok. Ok. C'est toujours la même chose. Contrôle en vol. Alors, pour le contrôle en vol des turboréacteurs, on a besoin du tachymètre, qui nous donne le pourcentage de U-régime, et d'un instrument qui permet de savoir la différence de pression en sortie par rapport à l'entrée. Alors le tachymètre, c'est du contour, quoi. C'est la même chose qu'on avait tout à l'heure sur notre petit avion, sauf qu'au lieu d'être gradué en tours par minute, il sera en pourcentage de... Ouais. D'une sorte de puissance maximale atteignable quand on a un régime de croisière, en gros, vu de loin, en arrondissant. Ouais, je sais même pas. Enfin bon. En gros, c'est un pourcentage de ce qui est faisable avec, quoi. En gros, ouais. Vu qu'il n'y a pas d'éléments, on ne peut pas compter les tours, ça n'a pas de sens. Ce qui nous intéresse, c'est à quel point on est en train de pousser. Ok?
Donc voilà pourquoi c'est en pourcentage et pas avec une valeur fixe. Ouais, Ça te va? ouais, c'est un peu bizarre le pourcentage parce qu'on monte à plus de 100%. Donc la limite d'un avion, c'est du 737 par exemple, c'est 105%. Alors, je sais pas pourquoi. D'accord, ok. Bref. Bon, il y a un indicateur de pression d'huile, de température d'huile, de température turbine, débitmètre pour le carburant et des voyants et tout ça quand il y a des problèmes. Mais bon, ça, forcément. Température turbine, c'est pas réellement vrai. C'est des gaz d'échappement en fait. On va voir la température des gaz d'échappement parce qu'on a les pièces mécaniques qui sont autour de cet échappement ne peuvent pas comment dire, ne peuvent pas résister à une température trop élevée. Donc il y a une limite et on va surveiller ces gaz d'échappement. Donc, pression d'huile, température d'huile, vous allez retrouver dans tous les avions, que ce soit aviation légère ou aviation commerciale. Débitmètre pour le carburant, sur les avions légers, vous ne l'avez pas, mais sur les avions de ligne ou un peu plus importants que l'aviation légère, vous allez les avoir. Ça permet de savoir combien vous consommez pour transporter des passagers, ce qui est assez intéressant. Et de savoir si vous avez assez de carburant pour arriver à destination. Il y a des voyants, des alarmes, c'est surtout les... Là, on revient dans les trucs qui sont pas. Ouais. C'est très puissant. En gros, les turboréacteurs, ce qu'il faut retenir, c'est très puissant et voilà. Ok. Et c'est utilisé aussi pour les avions de combat et les avions de ligne moyens et long et moyen courrier. Voilà. C'est bon pour toi? Il nous reste que les turbopropulseurs. Ok. Différence entre turboréacteur et turbopropulseur, vous allez voir, c'est assez simple. Je sais pas si j'ai mis une image. C'est en gros un réacteur avec une hélice. Donc c'est quand même facile. C'est juste que la différence. Ici, on va se retrouver avec une hélice à l'avant. Ok. Et finalement, ce qui va faire la poussée, ça va être quoi? C'est pas vraiment les gaz ici. C'est vraiment le fait que, comme tout à l'heure, vous vous souvenez, dans le double flux, on avait la turbine finale qui vient faire tourner le fan. Ben là, la turbine finale, elle vient faire tourner l'hélice. Et c'est l'hélice qui fait la poussée. Ok? Enfin, ou la force de traction. Et ça peut être du mono ou double flux, ça change pas. Ok? Voilà. Et donc, Alors, tu veux revenir sur le schéma? non. À cause de l'hélice, en fait, il y a des limitations. Le turboréacteur peut monter jusqu'à 11 000 mètres d'altitude. Un turbopropulseur va être limité à la moitié, par exemple. Et un moteur à piston va être encore limité en dessous. C'est-à-dire qu'on va pouvoir monter à 3-4 000 pieds avec un moteur à piston, parce qu'à un moment on va manquer d'air. Avec un turbopropulseur, il va comprimer l'air beaucoup grâce au réacteur qu'il a à l'intérieur juste avant l'hélice. Il va pouvoir comprimer l'air beaucoup plus facilement, mais il va avoir un problème, c'est-à-dire à pousser l'air avec son hélice puisque la densité est moins importante. Alors qu'un réacteur va pouvoir monter plus haut, aller chercher moins de densité d'air et il va pouvoir continuer à avancer. Il y a des limites à chaque système de moteur. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Non, Je crois que c'est à peu près tout. et après, c'est au niveau du prix. C'est-à-dire qu'un réacteur est très coûteux à l'entretien. Un turbopropulseur l'est beaucoup moins. Un moteur à piston l'est encore moins. Donc, suivant ce qu'on veut en faire, on va utiliser différents moteurs. Un turbopropulseur, vous verrez rarement un turbopropulseur avec beaucoup de passagers. Il va se limiter à entre 50 et 100 maximum. Un réacteur, vous allez le monter comme la 380, il va monter jusqu'à 800 personnes. Voilà, il y a des limites à chaque moteur, il y a des limites. Moteur à piston, pareil, vous allez être limité à une dizaine de passagers et encore, il va falloir pas que deux moteurs, pas que un ou deux moteurs. Donc voilà, il y a des limites d'utilisation pour chaque moteur. Ok. Turbopropulseur d'hélicoptère. Voilà. Je ne sais pas comment dire. Et là, on voit un Canadair. Ça c'est l'arrière, la tuyère d'échappement. Ok. Là, on est sur l'aile. Hein. Ok. Du Canadair. Voilà. Contrôle en vol. Alors là, c'est pareil, ils nous mettent. C'est globalement les mêmes. C'est la même chose. Vous avez c'est quasiment. Alors j'ai jamais volé sur un turbopropulseur, mais
vous avez toujours besoin de connaître certains éléments de votre avion, c'est-à-dire les tours du moteur, enfin la vitesse du moteur. Vous avez besoin de savoir la température du moteur. Tous ces éléments sont indispensables pour le maintenir en bon état de fonctionnement. Si vous allez trop loin au niveau des limites, à un moment, votre moteur il va vous lâcher. Donc il faut respecter les limites d'utilisation et c'est pour ça on a ces cadrans et qui en général restent toujours les mêmes. Voilà. Et bah, c'est ce que tu disais, hein. Donc coupe, température, débit, régime, etc., etc. Ok. De toute façon, c'est toujours les mêmes choses qu'on surveille. Après, vous allez avoir des cadrans analogiques ou numériques. Ça, c'est en fonction de l'année de fabrication. Maintenant, on est quasiment que sur du numérique. Avant, on était sur de l'analogique. Donc, à chaque fois, des aiguilles plus difficiles à lire. Voilà. C'est des améliorations, mais le principe reste le même. Et en vol, pression d'huile, température d'huile, et des voyants et des alarmes. Et performance et utilisation, c'est ce qu'on disait. Turbopropulseur, il consomme un peu moins que les turboréacteurs, mais par contre, ben, l'hélice, comme à un moment, si on va trop vite, elle est plus capable de pousser l'air, et ben, du coup, on va moins vite, l'avion ne peut pas aller aussi vite qu'avec un turboréacteur. Voilà. Et voilà, à peu près. C'est ce que tu disais, ça déjà. Et c'est devenu le type de moteur exclusif pour les hélicoptères, apparemment. Oui, parce que il n'y a pas de. C'est l'hélice qui te porte. Ils n'ont pas encore inventé, à part si il y a Est-ce que vous avez déjà vu, comment il s'appelle? Celui qui a une planche qui vole sur des réacteurs. Hein. Ah oui. Comment il s'appelle? Zapata? Non, Zapata, pas oui. Zapata. Zapata. Vous avez déjà vu sa Celui vidéo? Il a fait une sorte de skateboard où il y a 2 réacteurs en dessous et il vole comme ça là. Il a traversé la Manche, vous voyez pas? Non? Bon, je vous montrerai tout à l'heure. Et du coup, là, c'est le seul objet à l'heure actuelle monté sur des réacteurs. Sinon, pour pouvoir se soulever dans les airs sans réacteur, c'était l'hélicoptère. Hein. Voilà, donc là, ça fait ça. Tu as vu, je dessine bien. Merci. Donc là, il y a le bonhomme. Et le bonhomme, il a un sac à dos en plus. Et sur le sac à dos, je crois qu'il. Non, c'est que. Il a le réservoir d'essence. Il a que le réservoir? Je crois. Il me semblait qu'il en avait un autre. Non, ah, il en a 2 sur les bras, 2 petits sur les bras. Pour contrôler l'avant et l'arrière. Pour contrôler, ouais. Bon, il a des petits trucs sur l'avant, mais qui fait juste de l'air. Imaginez des sèche-cheveux en plus puissant. Donc, en gros, il a ça comme style. Vous regarderez, il s'appelle Zapata, comme les cirques d'ailleurs. Et c'est quelqu'un qui a fabriqué une sorte de. Je sais pas comment on peut appeler ça, c'est une sorte de. Bon, bref, c'est une. Hein? Ouais, une sorte de jetpack, ouais. Voilà. Le premier sorte de jetpack. Alors attention, il lui a fallu longtemps d'entraînement pour arriver à le maîtriser. Il est obligé de faire de la musculature plus, parce que vous imaginez bien que quand ça pousse comme ça veut dire que sur vos jambes, là, vous avez une poussée de malade. Hein, c'est en train d'essayer de vous décoller, quoi. Et si vous tenez pas bien l'avant, l'arrière et tout ça, le truc, il part, il vous arrache et fini, quoi. Et en plus, il faut équilibrer avec les bras. Donc, vous regarderez des vidéos, c'est intéressant de voir un peu le style de vol qu'il arrive à faire. Mais le skateboard dans Retour vers le futur. En 100 fois plus compliqué. Parce que le skateboard, il reste proche du sol. Oui, mais il reste proche du sol, alors que là, c'est en l'air. Donc en l'air, si tu te penches comme ça, bah, tu combats la gravité et en même temps, tu avances. Voilà. Ok. Est-ce qu'on fait les moteurs fusées, sachant qu'on a un petit peu de temps? On peut les faire, j'ai pas vu de questions sur les annales de l'année dernière. Non, moi non plus. Donc ce que je vous propose, on les passe un peu rapidement, les moteurs fusées, comme ça on a fini cette partie. On a pris de l'avance pour les trucs qui seront un peu plus compliqués dans le futur. Notamment tout ce qui est aérodynamique. Vous l'avez pas fait, c'était pas le premier. Non, là c'est la constitution des avions. Mais l'aérodynamique générale, ça va être après. Ça va être. Ouais. Donc, les fusées, c'est quoi? Le principe, c'est on éjecte des gaz. Okay, sauf qu'il y a une grosse différence. C'est qu'il n'y a pas de partie mobile dans les moteurs de fusée. D'accord? Donc, la constitution, c'est quoi? Il n'y a pas de schéma. Ça me saoule ce diapo. Je te jure. Tu sais faire un schéma propre? Non. Ok. Allez. Ça, c'est la partie où les gaz vont sortir. Ok? Et ensuite, ici. Voilà. Merci. On va avoir des mélanges qui vont se faire pour venir brûler. Et ensuite, du coup,
s'éjecter très fortement ici. D'accord? Ce qu'on appelait tout à l'heure action-réaction. C'est-à-dire on va brûler quelque chose, ça va expanser l'air et qui va faire la réaction de soulever la fusée. Et là, comme ça a une certaine vitesse ici, enfin une certaine force plutôt, mais voilà, ça va me pousser ma fusée dans le sens opposé. Voilà un peu le concept de la fusée. C'est exactement ce qu'on a vu tout à l'heure avec les turboréacteurs. Hein. Ok? C'est un principe de on éjecte de l'air, donc ça pousse vers le haut. Oui. Une fusée, ça aspire l'air ou pas? Par le dessus ou pas? Une fusée, Non, enfin, je suis pas. Alors, Non, parce que les réactifs sont des réactifs il me solides. semble que c'est de l'hydrogène. ou Ouais. quelque Donc chose. en fait, il y a deux types de réactifs. Il y a les réactifs solides, suivant quel étage de la fusée, parce que là ici ma fusée, je vous ai fait que l'étage le plus bas. Si vous voulez découvrir tout ça, je vous conseille Kerbal Space Program, super jeu vidéo qui est très marrant. Enfin, très marrant. compris, mais ouais, il est bien. Ouais, il est pas facile à prendre en main, mais en gros, il y a plusieurs étages dans une fusée. Et en fait, les premiers ici, c'est souvent stocké sous forme, je sais plus si c'est liquide ou solide, donc sous forme de poudre. Et les seconds ici, c'est sous forme liquide, par exemple de l'hydrogène liquide, qui, quand je vais le remettre dans un mélange, va se repasser en forme gazeuse. Ok. Donc pourquoi en forme liquide? Tout simplement parce que pour la même quantité, forme gazeux, forme liquide. En termes de volume, j'ai beaucoup moins de volume pour le liquide que pour le gazeux. Donc du coup, c'est plus intéressant de stocker les trucs sous forme liquide. Comme ça, quand je vais en utiliser une certaine quantité pour avoir la bonne énergie, bah, ça m'aura pris moins de place que si je stockais un stade entier, quoi. Ok, donc là, on a ce qu'on appelle les fusées à poudre. Et donc, on fait brûler une poudre qui va donner des gaz et qui, du coup, voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que contrairement à tout à l'heure, où on avait besoin d'une étincelle, dans ce genre de choses-là, en fait, ça brûle, donc ça continue à brûler. C'est auto-entretenu. Voilà. C'est le fait que ça brûle qui fait que ça continue à brûler. Bon, bien sûr, il faut allumer au début. Donc on peut avoir un système d'allumage ici une première fois. Mais une fois qu'on a commencé à mettre le feu, c'est bon, ça fait son boulot, quoi. Ok. Voilà. Et les propergols liquides, ce que je vous disais tout à l'heure, donc c'est des gaz qui ont été liquéfiés quand ils sont à très haute pression. On les tasse, hein. En gros, si je schématise, on les tasse et ils deviennent liquides à ce moment-là. Et donc du coup, ils sont stockés dans des réservoirs souvent séparés. Et au moment où on en a besoin, on les remet ensemble. Et au moment où on les remet ensemble, c'est la fête. Et donc du coup, dans la chambre de combustion qui va être ici, ça combuste et voilà. Ok. Donc là, ici, il n'y a rien de nouveau. Ce qui est intéressant, c'est de savoir que cette partie-là, là, c'est ce qu'on appelle la tuyère. Voilà. Et ça, c'était un moteur Viking. Et là, on a le moteur principal d'Ariane 5. Voilà. Bon, je ne sais pas si ça vous fait plaisir de voir une photo où on ne voit rien, mais c'est le moteur spécial d'Ariane 5. Donc, voilà. Principal. Ouais, le moteur principal. Performance utilisée. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les carburants sont très énergétiques. Donc, c'est très cool parce que ça va permettre, avec la même quantité de carburant, si je prends 1 gramme de carburant de fusée ou 1 gramme de kérosène, le gramme de carburant de fusée me donne beaucoup plus d'énergie que celui de kérosène. Ok. Et donc, pour la même quantité de carburant, on peut pousser vachement plus. Ouais. Pourquoi il y a pensé sur les avions de chasse et tout ça? Alors, imagine, sachant que c'est beaucoup d'énergie, au moindre problème. Est-ce que tu as déjà vu la taille d'une fusée comparée à la taille d'un avion de chasse? C'est le cockpit, le cockpit pour schématiser, le cockpit d'une fusée, c'est ça. Tu le mets sur ça de corps qui sert à rien en fait, qui concentre les gaz et les liquides pour pouvoir avancer. On ne demande pas ça à un avion de chasse, ça n'a pas la même. On demande une grande poussée pour pouvoir aller en dehors de l'orbite terrestre, parce qu'il n'y a pas d'aile, il n'y a pas de portance en fait dans une fusée. La portance, si on peut la dire ainsi, c'est la poussée que l'explosion va procurer. Mais t'as pas de portance sur une fusée. Donc il faut des grosses quantités de gaz de liquide inflammable pour pouvoir la propulser en dehors de la Terre. En gros, tout le liquide est utilisé pour se battre contre la gravité dans une fusée. Dans un avion, on se bat un peu contre la gravité, mais ensuite on se bat pour avancer. Et la portance se bat contre la gravité. Si je schématise. En termes d'efficacité, on n'a pas besoin du tout de la même chose. Et là, ce qu'il faut bien voir, c'est que pour mettre les carburants
qui sont sous forme gazeux, sous forme liquide, ça demande aussi énormément d'énergie sur Terre. Et ensuite, le stockage est compliqué, les vibrations sont compliquées, tout est compliqué. Donc, pour un avion de chasse, ce qu'on veut, c'est être efficace. Donc, on prend un truc qui est un peu moins patateux, mais on n'en a pas besoin de toute façon de plus. Mais c'est vrai qu'on pourrait se poser la question. Et surtout, ben voilà, c'était mon point, la mise en œuvre de moteurs fusées est très dangereux. Voilà. D'ailleurs, si on regarde SpaceX, ils en ont fait des explosions avant de faire un truc qui fonctionne, qu'ils peuvent réutiliser, etc. Justement parce que, en fait, quand on brûle, on a tellement d'énergie qu'il faut qu'absolument tout soit contrôlé. C'est pour ça qu'à l'époque, on a envoyé des hommes sur la Lune, mais après, on s'est vite calmé, parce qu'il y a eu tellement d'explosions de fusées que ça a un peu calmé le nombre de personnes qui avaient envie d'aller dans l'espace. Voilà. Depuis, on renvoie des gens. Où ça? Dans l'ISS. Ouais. Dans l'ISS, la Station Spatiale Internationale. Ok, pour y faire des expériences et tout ça. C'est bon? Donc voilà pour les moteurs fusées. Et là, il y a des super vidéos auxquelles on n'a pas accès. Et c'est la fin. Voilà. Donc là, on a vraiment fini toute cette première partie. Ok. On pourra faire la semaine prochaine, vu qu'on a gagné un peu de temps, on pourra faire une annale si vous voulez. Et puis voilà. On gagne un peu de temps. Ah ouais. Ben, regarde, il est 41, donc on n'avait pas prévu d'aller jusqu'au moteur fusée aujourd'hui. Ah bon? Non, c'était la semaine prochaine normalement. Mais là, comme on avait un petit peu d'avance, ça dépend des semaines. Il y a des semaines, la semaine dernière, non, c'était il y a 2 semaines où on n'avait pas réussi à finir quoi. Ah ouais, d'accord. C'est vraiment, tu vois, quand tu découpes en 72